Et donc commencer notre petit programme d'aujourd'hui qui, sera centré, sur justement, essentiellement les congés payés. Hop, hein, je vous propose comme à notre habitude, de commencer par, le petit quiz du mois, histoire, de se mettre en jambes, sur, les points, abordés donc, ce soir. Alors j'admets les participants qui nous rejoignent et donc je vous propose comme d'habitude, de lire les questions et dès lors que, vous avez, un avis, n'hésitez pas donc, à, m'indiquer, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que, eh bien cette affirmation est vraie ou, est-ce que cette affirmation est fausse? La loi congé payé vise à limiter l'attribution à 2 jours ouvrables de congés par mois, de maladie. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, on est là-dessus? Est-ce que ça limite est-ce qu'on limite donc à, 2 jours par mois? Bon, ce point-là, il semble relativement acquis, hein. J'ai pas mal de vrais, dans le chat et effectivement, c'est le cas, c'est vrai. Donc 2 jours ouvrables de congé par mois de maladie, 1,66, en jours ouvrés. Le salarié a, entre guillemets, «le droit», d'être absent 4 semaines sans avoir, d'impact, négatif sur son compteur de, congés payés. Est-ce qu'on a un droit à être, absent 4 semaines, dans l'année, tout en bénéficiant de l'intégralité, de ses congés payés? MyPrimeWorks. Non, MyPrimeWorks, vous avez raison, c'est les bulletins salaires. Et les autres, c'est sur Bloomberg. Alors effectivement, là également, c'est vrai. Ça relève pas, hein, de cette, nouvelle loi. C'est un principe qui est relativement, ancien. On en avait déjà parlé, hein, dans des précédentes webconférences. En fait, le code du travail de tout temps a, enfin pas de tout temps d'ailleurs, mais depuis très longtemps, a, posé une équivalence en fait et on acquiert, 2,5 jours, de congés, ouvrables par mois ou par période de 4 semaines et comme, il y a 13 périodes, de 4 semaines sur l'année et bien donc on a «le droit» entre guillemets d'être absent, 4 semaines sans avoir un impact négatif puisqu'on aura validé, même en étant absent 4 semaines, 12 périodes de 4 semaines qui ouvrent droit donc au droit complet de congé. L'indemnité de congé payé à verser aux salariés est la somme la plus favorable entre le principe du maintien de salaire et celui du dixième du salaire de l'année d'acquisition. Bon, là effectivement, là aussi, hein, c'est juste un point de rappel. Oui, c'est le cas effectivement. Ce point de rappel, il me permet, d'introduire la question, enfin l'affirmation suivante. La méthode du dixième prend en compte l'intégralité du salaire que le salarié aurait perçu, lorsque celui-ci a été un arrêt maladie. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce dixième va désormais, prendre, en compte, l'intégralité, du salaire en arrêt maladie? Est-ce qu'il prend pas du tout en compte ce salaire, entre guillemets «maladie», ou est-ce qu'il en prend en compte, partiellement? Est-ce que vous avez ça en tête? On a des connaisseurs, on a des connaisseurs. Effectivement, on va devoir, prendre en compte, mais pour 80 de ce salaire, pas pour l'intégralité de ce salaire. Un employeur, peut désormais toujours supprimer les congés payés de ses salariés, si, ceux-ci, ne les ont pas pris, dans les 15 mois de l'acquisition. Est-ce que donc on a, comme ça, j'acquiers des congés, j'ai 15 mois pour les prendre et ainsi de suite?
ce serait trop simple. Ce serait trop simple. C'est bien plus complexe que ce qu'on nous propose aujourd'hui, donc bah, vous avez compris, c'est faux. Le report des congés limité à 15 mois maximum ne concerne que les congés acquis en arrêt de maladie. Là, on rentre un peu dans le détail, hein, on est un peu plus technique par rapport à cette nouvelle loi, par rapport à cette nouvelle législation. J'ai beaucoup de vrais, mais malheureusement, c'est faux. Là aussi, ça va être plus compliqué que ça. Ça va concerner plus que des arrêts, enfin plus que des congés acquis, en arrêt maladie. On va voir ça bien évidemment, hein. Désormais, l'absence injustifiée ou le congé sans solde, permet d'acquérir 1 jour de congé, par mois d'absence. Le salarié, il faut quand même qu'il puisse se reposer, hein, après son absence injustifiée ou son congé sans solde. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ouais, le piège est un peu grossier effectivement, j'en conviens. Non, c'est faux, bien évidemment. On va faire le point vraiment, sur, ce projet, enfin pas ce projet d'ailleurs, hein, cette loi, congés payés qui fait beaucoup parler, qui fait beaucoup écrire, hein, j'ai mis quand même, également un 2 thème plus accessoire, qui, est très important, pour, les entreprises de transport et que je souhaitais réévoquer, ce soir tout simplement, parce que, c'est quelque chose d'important. Donc ça concerne les entreprises de transport, toutes les entreprises de transport, hein. Ce sont les entreprises de transport, de voyageurs, de marchandises, transport sanitaire également. Et donc ça concerne le site Vérif Permis et donc, 1re affirmation sur ce point, le site Vérif Permis est désormais accessible en ligne. Et c'est vrai. Effectivement, c'est vrai, ça fait très peu de temps, hein, que, le site, Vérif Permis est en ligne puisque c'est la toute fin, du mois d'avril, et ce site, Vérif Permis, c'est mon affirmation suivante: «Est-ce qu'il me permet de connaître le solde de points de mon conducteur?» Alors effectivement, c'est faux. Il ne me permet pas, de connaître le solde de points de mon conducteur. Par contre, il me permet de savoir s'il a un permis valable ou pas. Et c'est bien ce qui m'importe, quand, je mets un salarié, Mmh. conducteur, ambulancier, quel que soit le mode de transport, quel que soit le véhicule finalement, quand je le mets sur la route dans l'exercice de ses fonctions, ce qui m'importe, c'est quand même qu'il ait le droit de conduire, qu'il ait un permis valable. Le site Vérif Permis est payant, mais son coût peut être déduit du salaire du salarié, dont les données ont été consultées. C'est en vrai relativement logique. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, oui, là aussi, hein, vous avez raison, c'est faux. Le coût, il existe, il est payant, hein, on a, un coût, à la connexion. Par contre, hein, on a, eh bien, un coût qui est à la charge de l'entreprise, qui est à la charge de l'entreprise. On va voir dans le détail ce que nous permet, hein, de savoir, ce site Vérif Permis. On aura également une petite procédure à respecter pour mettre en place, pour, informer de cette mise en place, donc de cette possibilité d'aller consulter, et également, on verra qu'on aura, peut-être, hein, des salariés à la sortie de l'entreprise, une fois qu'ils quittent l'entreprise, qui nous demanderont, ils seront légitimes à le faire, il y a une procédure qui a été établie là-dessus, nous demanderont donc de justifier qu'on a bien déconnecté, leur profil, Vérif Permis pour que l'on n'ait plus accès à à leurs informations. Si tu n'as pas de questions, Pierre-Éric, je te propose de Toujours non, non, poursuivre. autant je constate de plus en plus nos clients très performants sur les réponses, mais non, non, il y a toujours pas de questions. Allez, ça marche.
Rentrons tout de suite dans le vif du sujet de cette loi désormais votée, désormais publiée. Alors, est-ce qu'elle est désormais très claire? Ça, malheureusement, c'est pas forcément le cas. Et c'est bien pour cela que, on en a parlé, hein, le mois dernier, mais c'est vrai que, il se pose encore 1000 questions et on nous pose encore 1000 questions, au cabinet, hein, de manière, très régulière, hein, tous les jours. Donc je voulais qu'on fasse vraiment un point, qu'on puisse arrêter, là-dessus, parce qu'on est sur une législation, qui a été, on va pas se mentir, relativement, mal écrite, hein, qui reste relativement floue, et qui surtout, ben voilà, manie des concepts que l'on n'a pas forcément, l'habitude de manier en entreprise et notamment, ce concept de report limité des congés payés, puisque on va le voir, on est vraiment là sur, quelque chose qui n'existait pas, dans les textes et qui a été, purement créé. En bref, donc, on a une loi du 22 avril, 2024, qui a été publiée au Journal officiel. Cette loi congés payés, elle est désormais en vigueur depuis le 24 avril dernier. Cette loi, elle prévoit quoi? Cette loi, on l'a dit dans le quiz, elle prévoit que les salariés, désormais, quand ils sont en arrêt maladie, eh bien, ils continuent à bénéficier de l'acquisition de congés payés. Cette acquisition de congés payés, elle n'est pas, à l'identique d'une période de travail. Elle va être, hein, à 2 jours ouvrables au lieu de 2 jours et demi. Ce qui donne 4 semaines, si on a une année pleine, de, maladie, et non 5 semaines, qui est le droit plein à congés payés. Là, je parle de la maladie. Si on parle de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle, on calque l'acquisition des congés payés, accident de travail ou maladie professionnelle sur le travail. Donc, ce n'est que en maladie que l'on, gagnera 2 jours. Pour l'accident de travail ou la maladie professionnelle, c'est 2 jours et demi comme si on travaillait. Avant cette loi, on avait une limite, hein, pour l'accident de travail, limite à 12 mois, hein, on continuait à acquérir des droits pendant 12 mois. Ce n'est plus le cas. Hein, on n'a plus cette limite, donc les droits, vont, eh bien, comme cela, s'acquérir pendant, X temps, de l'arrêt. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas une autre limite qui a été fixée. L'autre limite qui a été fixée, bah, c'est ce concept, en fait, d'un report maximum. C'est-à-dire que, on est venu fixer, dans la loi, dans le code du travail, le principe que l'on ne pouvait reporter ses droits à congé que maximum de 15 mois. Ce qui, veut dire donc que, par définition, on va avoir certains droits à congé qui, bah, passé ce délai, vont être entre guillemets «prescrits», tomber et donc être annulés. S'ils n'ont pas été pris, ils seront plus, valables une fois passée, la date limite de consommation. On l'a dit, le 10e est adapté, on fait entrer le salaire maladie, dans le 10e alors que ce n'était pas le cas avant. Par contre, on limite à 80 puisque, bah, justement, on a vu que le salaire, enfin l'arrêt maladie donnait droit à 2 jours et non 2 jours et demi, hein, ce qui correspond à 80 de l'acquisition. C'est pour ça qu'on garde 80 donc du salaire pour le calcul du 10e. On a un délai de forclusion qui a été fixé par la loi. Le délai de forclusion, c'est quoi? C'est de dire, pour tous les salariés, qui sont en cours de contrat, pour le passé, ils ont 2 ans pour agir. 2 ans à compter de, la parution de la loi. La loi, donc, elle est en vigueur depuis le 24 avril 2024. Donc si moi, salarié, je veux réclamer des droits antérieurs au 24 avril 2024, eh bien, j'ai 2 ans pour le faire. Passé ce délai, c'est fini. Ça permet d'apurer le passif
puisqu'on parle quand même d'une rétroactivité de cette jurisprudence et donc d'une rétroactivité de cette loi, potentiellement, hein, on l'a dit à l'occasion, hein, des précédentes webconférences d'actu, hein, puisque ce point-là, on l'a depuis quelques semaines maintenant. La potentielle rétroaction, de cette loi, ça peut aller jusqu'en décembre 2009. Ah donc c'est pour cela qu'on a souhaité sécuriser au niveau du parlement et pour autant que faire se peut, encadrer et apurer les situations, pour que, bah, d'ici 2 ans, les entreprises n'aient plus, cette épée de Damoclès, au-dessus de la tête. Vous avez quand même compris qu'on va l'avoir pendant 2 ans. Très important et crucial de comprendre, cette histoire des 15 mois. Cette histoire des 15 mois de report. En fait, on a, pour entrer dans le détail, on a 2 cas de report qui sont totalement différents et c'est pour cela que, c'est assez difficile à comprendre parce qu'on va parler de 2 choses différentes alors même que, on n'a qu'un seul concept, le report de 15 mois. Ce report, le premier cas, de report, c'est dans le cas où vous avez un salarié, bah, il est en maladie, il est dans un accident de travail, c'est une maladie, un accident de travail relativement court, en tout cas de moins d'1 an et cet arrêt, il met, le salarié dans l'impossibilité, de prendre ses congés dans la période de prise. Bah, il avait un compteur de congés à prendre, hein, il lui restait, j'en sais rien, 10 jours, 15 jours, à prendre avant le 31 mai. Mais sauf que le problème, c'est que le salarié, il est tombé malade, j'en sais rien moi, le 15 janvier ou le 15 février, et il ne rentrera qu'à la mi-juin. Il n'a pas pu prendre ses congés. Dans ce cadre-là, on crée donc cet encadrement du report à congé et donc dans ce cadre-là, au retour du salarié, dès lors que l'on aura informé le salarié, eh bien, à compter de la date d'information, tic tac, tic tac, tic tac, on a le droit à congé qui est donc, encadré par un report maximum de 15 mois. Passé 15 mois, si le salarié n'a pas souhaité les prendre, n'a pas voulu les prendre, eh bien, les droits seront, périmés, supprimés. Je vous ai, mis l'article, hein, là, on parle bien des droits qui n'ont pas pu être consommés parce que le salarié a été absent, bah, en cours de cette période, ce qui l'a empêché de poser ses congés. On parle bien de l'intégralité de ces congés. Qu'ils soient acquis par de la maladie, qu'ils soient acquis par de l'accident de travail ou même qu'ils aient été acquis par du travail, hein. Je lis, hein: «Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité pour cause de maladie ou d'accident de prendre au cours de la période de prise de congé tout ou partie des congés qu'il a acquis, tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de 15 mois». Cette période de report de 15 mois vise donc l'intégralité des jours de congé du salarié. Il avait 10 jours à prendre, 15 jours à prendre avant le 31 mai, il est tombé en arrêt, il n'a pas pu les prendre et donc à sa reprise, je l'informe, tic tac, tic tac, tic tac, il a 15 mois pour les prendre. Donc c'est bien, Paulin, 15 mois à compter de son retour d'arrêt. C'est 15 mois. Là, on est effectivement sur le premier cas et sur le premier cas, oui, c'est 15 mois à compter de son retour d'arrêt ou plutôt à compter de l'information que je vais lui faire à son retour de l'arrêt. C'est vraiment l'information qui fait partir le délai, ce n'est pas la fin de l'arrêt, c'est l'information
spécifique que je vais lui remettre, soit par le biais du bulletin de paye, soit par le biais comment dirais-je, d'un courrier particulier. Le tout, c'est que j'ai la preuve de la date certaine, donc de l'information du salarié. Et pour les sociétés qui n'annulent pas les congés au 31-05, enfin qui ne remettent pas les compteurs à zéro, il y a toujours besoin d'informer le salarié? Alors, là-dessus, je dirais que le fait de ne pas annuler les congés au 31 mai, je dirais que c'est un autre sujet. C'est presque notre sujet parce que, heu, si on n'annulait pas les congés au 31 mai et qu'on souhaite pas gérer, ce délai de 15 mois et qu'on souhaite pas regarder ça et que le compteur il est là et il reste là et on veut pas, manager ce report de 15 mois, à la limite, heu, l'information elle n'a d'intérêt que justement, si on veut, forcer le salarié à prendre ses congés sous 15 mois et à défaut, les supprimer. Si, finalement les congés, ils sont là, ils sont dans le compteur et on souhaite pas les remettre en cause de manière particulière, à ce moment-là, l'information, elle n'a pas vraiment d'intérêt. Voilà. Ok. Et on a, alors j'ai une question concernant, donc est-ce que cela est valable pour les arrêts de congé maternité ou paternité? Là, on est sur un principe général. L'impossibilité pour cause de maladie ou d'accident, donc maladie professionnelle, acci ou non professionnelle, accident du travail ou non accident de travail. On n'a pas visé, le cas, du congé maternité ou du congé de paternité, dans ces 15 mois. Il ne semble pas que ce soit le cas, en fait. Là-dessus, aujourd'hui, il reste quelques questions, un peu obscures, hein, avec des réponses un peu obscures parce qu'on attend toujours, hein, la circulaire du ministère, hein, mais il semble pas que ce soit le cas. Sachant que, c'est pas parce que, c'est pas le cas, que l'on n'a pas organisé ce report de 15 mois, qu'il n'y a pas de report, hein, bien évidemment. Si, ma salariée est en congé de maternité, quand arrive le 31 mai, il lui reste, X jours de congé, il lui restait X jours de congé à prendre. De toute façon, la jurisprudence, nous indiquait que l'on ne pouvait pas mettre les compteurs à zéro. On ne mettait pas les compteurs à zéro. Donc, on sera, à mon avis, on ne sera pas dans ce laps de temps de 15 mois. Par contre, les droits restent dans le compteur. D'autres questions peut-être, Pierrick? Alors, il y a pas mal de questions, mais si on si on les fait toutes, ça va être compliqué. Donc, comme chaque fois, j'essaie de relayer un certain nombre de questions. Et puis après, dans le compte rendu, hein, vous Allez, aurez de toute façon la plupart des questions reprises avec les réponses. allez, ça marche. Donc ça, c'était le cas numéro un. Cas numéro un où, vous avez donc, un salarié, qui est, en arrêt de travail, de moins d'un an, on va dire un court arrêt de travail, et donc il n'aura pas passé les 1 an, en arrêt, au moment de la fin de la période de référence. Si on met Si on se met d'accord sur un petit cas pratique, vous avez ici, un petit exemple. Un salarié donc va être malade sur une période à 25 mars, 31 mai. Donc, au 31 mai, il était en arrêt, il n'a pas pu solder ses congés. Il n'a pas pu solder ses congés, il revient le 1er juin ou le 2 juin. Je fais partir son délai, son délai de 15 mois sur ses droits, bah, je pense que vous l'avez compris, hein, on va, faire partir, son délai de report sur ses droits, donc le 2 juin, dès lors que j'aurai informé mon salarié le 2 juin.
Donc, si je l'informe le 2 juin 2024, eh bien, ces droits-là ont une date limite de consommation au 2 septembre 2025, donc 15 mois après l'information. OK? Alors, si on se pose sur le cas numéro 2, si on se pose sur le cas numéro 2, et le cas numéro 2, il peut être, justement, il va faire appel à plusieurs notions. Le cas numéro 2, c'est le cas, justement, où on n'est pas sur un petit arrêt. On n'est pas sur un petit arrêt, donc on a un salarié qui est en arrêt maladie ou en arrêt accident de travail ou maladie professionnelle d'au moins 1 an à la fin de la période d'acquisition des congés. Donc, on va regarder ensemble, là je vous ai fait un cas pratique là aussi, hein, on regardera période par période ce que ça va donner. Le principe là-dessus, c'est bien un autre principe qui se joue par rapport au cas numéro 1. C'est pour ça qu'il peut y avoir vraiment des confusions. C'est vraiment un autre principe. On va parler d'un report de 15 mois, mais ce report de 15 mois, dès lors que mon salarié il a au moins 1 an d'arrêt à la fin de la période de référence, donc au moins 1 an d'arrêt au 31 mai, si vous êtes sur du 1er juin 31 mai, eh bien là, automatiquement, il va y avoir un délai de 15 mois qui va courir. Dès lors que le salarié, il est en arrêt depuis plus d'1 an, depuis au moins 1 an, au 31 mai de l'année, automatiquement, le délai de 15 mois va courir, sans informations particulières du salarié. C'est le législateur a conçu cela un peu comme une clause de sauvegarde pour que le salarié qui serait en arrêt pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, j'en sais rien, eh bien, qu'il ne puisse pas cumuler ses droits sur ces 5 ans, sur 6 ans. On va avoir comme cela, de manière périodique, une péremption de droits qui va faire que l'addition va être moins salée pour l'entreprise. Donc, je m'explique. J'ai un salarié qui est malade pendant plus d'1 an. Arrive la date du 31 mai. Au 31 mai, eh bien, il est en absent. 31 mai, fin de période de référence d'acquisition. Il est absent pour maladie depuis plus d'1 an. Eh bien, au 1er juin, va démarrer un délai de 15 mois sur les droits acquis sur l'année précédente. Donc sur les 20 jours ouvrés ou les 24 jours ouvrables qui auront été acquis du fait de la maladie, par exemple, eh bien, on va avoir, tic-tac, un délai de 15 mois qui va s'ouvrir. Et là, 2 options. Première option, la plus simple, le salarié, il ne revient pas avant les 15 mois de péremption. Le salarié, donc, il ne revient pas. 15 mois après, il est toujours en arrêt. Eh bien, 15 mois après, ses droits sont supprimés. Il avait 15 mois pour les utiliser, il est resté 15 mois en arrêt, ses droits sont à 0. Ces droits-là, dont j'ai fait partir un délai de report de 15 mois. Ça, c'est le cas le plus simple. Le cas le plus compliqué, c'est que justement, on fait partir ce délai de 15 mois, mais le salarié, entre-temps, il rentre. Il rentre, par exemple, il s'est écoulé 4 mois, 5 mois, 10 mois, et il rentre. Et à ce moment-là, quand le salarié rentre, la loi prévoit, c'est un peu compliqué, qu'il faudra l'informer. Il faudra l'informer, en fait, de ses droits, comme à chaque retour finalement. Mais là, son report, il est déjà parti. Le délai de report de 15 mois, il est déjà parti. Donc à cette information-là, on va l'informer, mais que ses droits vont être périmés, s'il reste 5 mois, dans 5 mois, si on a déjà passé 10 mois. J'espère que vous me suivez. On est un peu quand même sur un sujet un peu compliqué, mais j'ai fait également un petit schéma, un petit cas pratique. Mais peut-être que tu as des questions, Pierre-Éric? Ah, oui, alors j'ai des questions. Alors, c'est toujours sur les moyens d'information. Quels sont les bons moyens d'information, le bulletin de paie, etc. Et D'accord. puis,
ces droits acquis, c'est quoi? C'est uniquement pendant l'arrêt, donc on est Alors sur sur le cas numéro 2, oui. Sur le cas numéro 2, cette, péremption en fait, ce report, qui va s'enclencher automatiquement après la fin, de la période de référence, alors que le salarié n'est pas revenu, oui, ça ne concerne que les droits acquis durant l'arrêt, durant cette année de référence qui vient de se terminer. Sur les moyens d'information, puisque tu me poses la question Pierre-Éric, le moyen d'information, on vient nous dire que cette information donc, elle doit être faite donc au retour du salarié, dans le mois du retour du salarié et que cette information, elle peut être faite par le biais, du, bulletin de salaire, mais attention, à condition que l'on ait une date certaine de remise. Donc le bulletin de paye, transmis par courrier simple ou remis en main propre, comme cela ou dans la bannette, du salarié, j'aurai jamais la date certaine. Donc il faudra organiser en fait, si je remets comme cela normalement, en main propre, là pour le coup sur ce bulletin-là, je le remettrai en main propre contre décharge. Ou si, je peux avoir, si j'ai mis en place, par exemple, les bulletins électroniques, hein, directement sur les coffres-forts, des salariés, là, j'aurai une traçabilité. Là, j'aurai une date certaine, de dépôt dans le coffre-fort dès lors que le salarié ne s'est pas opposé à ce dépôt, dans le coffre-fort en mode donc, bulletin de paye électronique. Dans tous les cas, je pourrais aussi, si je le veux, ne pas utiliser le bulletin de paye, qui me semble quand même le moyen le plus simple, hein, à condition que les logiciels s'adaptent, hein. Parce que pour le moment, on est loin d'être, c'est loin d'être le cas, hein. Puisqu'il faut que je donne à la fois l'information du nombre de jours à prendre, mais aussi des dates, de péremption. Aujourd'hui, on n'a pas ça sur les bulletins. Donc forcément, il faut que, les logiciels de paye et les bulletins soient adaptés. Sinon, il restera le bon vieux, courrier, soit remis en main propre, contre décharge, soit, lettre recommandée AR. Vous l'avez compris donc, cas numéro 2 de report, j'ai un report 15 mois qui va partir automatiquement, qui va s'enclencher automatiquement dès lors que le salarié est absent pour donc maladie ou accident de travail, depuis plus, d'1 an, le jour de la fin de la période de référence d'acquisition. Je propose un petit exemple. Ça peut pas faire de mal, parce que c'est vrai que c'est quand même relativement, complexe, à appréhender. Alors, ce cas pratique que je vous propose, il va traiter, finalement du cas numéro 1 et du cas numéro 2 de report. Parce qu'on a une période, hein, d'arrêt de travail, de longue maladie. Et cette période d'arrêt de travail de longue maladie, que je vous propose, hein, pour cet exemple, elle est du 1er février 2025 jusqu'au, 1er août 2026. OK? Pour les congés 2025. Les congés 2025, la période d'acquisition, elle est entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025. On a ces 2 cas de report. Quel cas de report appliquer? Forcément, je ne peux pas appliquer le cas numéro 2 avec ce report automatique à la fin de la période de référence. Pourquoi? Parce que tout simplement, mon salarié, au 31 mai 2025, il n'a pas plus d'1 an de maladie. Il n'a pas plus d'1 an de maladie. Donc ces congés-là, le délai de 15 mois, il va partir à partir de quand? Il partira, à partir de son retour dans l'entreprise. Donc ces droits-là, ces droits 2025, il faudra attendre le retour, du salarié dans son entreprise
pour faire partir le délai de report. Donc on a dit que le salarié y revient au 1er août 2026. Au 1er août 2026, je cours pour l'informer, je lui donne un petit courrier remise en main propre contre décharge, je fais courir le délai de report de 15 mois. Là, on est sur cette année, sur ces congés 2025, on est dans le cas numéro 1. Si on passe au congé 2026, les congés 2026, c'est bien ceux que le salarié a acquis entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026. Et là, au 31 mai 2026, eh bien là, il a plus d'1 an de maladie, puisque sa maladie a commencé au 1er février 2025. Donc, au 31 mai 2026, eh bien là, je peux activer le cas numéro 2. Je peux faire partir ce délai de 15 mois sur cette période d'acquisition-là, sur ces droits acquis, donc pour les congés 2026. Et donc là, je n'aurai pas à attendre son retour pour faire partir le délai de 15 mois. Et donc, le délai de 15 mois, il va partir donc tout de suite après la fin de la période, donc tout de suite après le 31 mai 2026. Et donc, ces 15 mois vont s'écouler entre le 1er juin, j'ai mis le 31 mai, c'est le 1er juin 2026, et donc le dernier jour pour prendre ses congés, ce sera le 31 août 2027. Sauf que ce serait trop simple. Le salarié, on a dit qu'il était en arrêt jusqu'au 1er août, il revient le 1er août 2026. Et bien là, parce que sinon, voilà, c'était trop simple, il faut informer. Même si on a eu ce délai de 15 mois qui est parti automatiquement, la loi nous dit, si on n'informe pas le salarié à son retour de cette phase de report de 15 mois qui s'est automatiquement enclenchée, eh bien, le délai des 15 mois est suspendu. Ce n'est que l'information qui permet de désuspendre ce délai. Donc, dans l'occurrence, l'information, il faut la faire la plus vite possible pour que ensuite ce délai continue à courir. OK. Si on poursuit, parce que là, on a traité les congés jusqu'au 31 mai 2026, sauf qu'il est jusqu'au 1er août 2026 en arrêt. Là, c'est beaucoup plus simple, puisque le salarié, eh bien, entre le 1er juin 2026 et le 1er août 2026, on est sur la période d'acquisition qui va jusqu'au 31 mai 2027. Donc là, le principe même du report n'a pas d'application puisque le salarié, il est en cours de période d'acquisition, donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Est-ce que, du coup, vous avez des questions et vous êtes légitime à en avoir, très Alors, sincèrement. il y en a beaucoup, mais qui sont sous. Enfin, alors après, je pense que ça va être un petit peu compliqué, mais je vais la dernière, c'est si son solde de congé est au 1er février 2025, est-ce que ça suite dans la même logique que le cas numéro 1? Enfin voilà, il y a pas mal de questions qui sont en fonction de cas particuliers, donc je suis pas sûr que ce soit très pédagogique pour tout le monde, quoi. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le salarié, avec le cas numéro 2, le cas numéro 2 ne va concerner en fait que ses congés 2026. Que ses congés donc acquis entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026. Le salarié, sur les droits qu'il a acquis en 2025, c'est bien à son retour que je vais l'informer. Et en fait, dans la lettre d'information, je vais l'informer des droits qu'il avait à prendre au 31 mai 2025. L'intégralité des droits qu'il avait à prendre.
hein. Donc en fait, ma lettre d'information, elle va parler, d'un délai de report, comment dirais-je? D'un certain nombre de droits, avec un délai de report qui part, qui part à compter du 1er août 2026. Il va y avoir une ligne, vous avez tant de jours à consommer, donc à partir, du 1er août 2026 pendant 15 mois. Et on va avoir une deuxième ligne, qui concerne donc, le cas, numéro 2, où là, le salarié, il n'aura pas 15 mois à partir du 1er août 2026 sur ces droits-là, précisément, mais il aura beaucoup moins puisque, le délai de 15 mois, courra à partir du 31 mai, plutôt du 1er juin, 2026 et pas du 1er août 2026. J'ai toujours une question là dans Ouais. le cas numéro 2, si la société n'annule pas les congés payés au 31/05, donc c'est-à-dire que tu dois aussi faire quand même toute la formation, etc., même s'ils En annulent en pas fait, c'est le. la même réponse que tout à l'heure. C'est pour ça que je te pose la Ouais, question, de manière à ce que ouais, ouais, tout à K1 et fait. K2, on ait les En mêmes. fait, ces informations-là, ces péremptions-là, soit on veut le faire, soit on veut pas le faire. Si, on se dit: «Ben, moi, quelque part, je m'en fiche, je veux pas gérer les 15 mois. J'estime que mon salarié, il a acquis ses congés et donc il les prend et en tout cas, tant qu'il les prend pas, il reste en compteur». Bah, j'applique pas les délais de 15 mois, donc j'ai pas à me préoccuper, des périodes de référence, ou des informations diverses et variées. Heu, il n'est pas obligatoire, hein. Le code du travail prévoit ce report maximum, mais il est jamais interdit d'être plus favorable pour le salarié. Si nous, en entreprise, on décide par usage, que ce report, il sera pas appliqué, c'est forcément plus favorable au salarié. Le salarié, il va pas nous attaquer, il pourra pas nous attaquer au prud'homme parce qu'on lui a pas supprimé les droits, hein. Et toujours dans le cas numéro 2, est-ce qu'on peut valablement informer un salarié pendant son arrêt pour pouvoir initier ce fameux délai de report des Alors 15 n mois? On n'a pas à informer le salarié dans le cas numéro 2. Le cas numéro 2, c'est d'autorité. C'est la loi qui le prévoit. On n'a pas à informer, le salarié. C'est en tout cas, c'est pas une obligation. On pourrait imaginer envoyer l'info, mais elle a pas trop de sens, en fait, cette info. Parce que le salarié, de toute façon, il est en arrêt. Donc il pourra pas les poser, ses congés. Tant qu'il n'est pas revenu, il ne pourra pas les poser ses congés et s'il revient pas dans les 15 mois, finalement, les droits seront éteints, avant même qu'il remette les pieds dans l'entreprise. S'il revient avant les 15 mois, là, vous avez cette obligation d'information, pour les mois qui restent à courir dans ce délai de 15 mois. Alors, j'ai des questions qui viennent mettre un petit peu plus de complexité. Si pendant, enfin donc un salarié qui est en arrêt depuis novembre 2020 demande une rupture conventionnelle pour juillet, comment doit-on faire ses droits à congé? Alors là, il faudrait pour le coup, il faudrait reprendre période par Rentrer dans le période. détail. Ouais, il faudrait rentrer dans le Alors détail attends, période par période et faire une petite flèche de temps. Moi, l'idéal sur ces dossiers-là, c'est vraiment faire la flèche de temps et calculer parce que les 15 mois, c'est aussi rétroactif, hein. La loi, elle est rétroactive. c'est Heu, ça. donc heu donc oui, là, enfin, c'est difficile de répondre en 3 secondes sans se poser, ouais, tout à fait. Là, il faut solliciter le service, poser la question au service avec vraiment, les dates précises et ensuite on reviendra vers vous pour, faire le Là, point, quoi. j'en ai une plutôt d'ordre général. Donc, cas numéro un, hein, si lors des 15 mois, il se retrouve à nouveau en congé AT ou maladie, est-ce que le report est suspendu? Potentiellement oui. Oui. On n'a pas là-dessus non là non plus, on n'a pas la précision de l'administration, mais c'est relativement logique. Et on a une jurisprudence, alors sur la législation antérieure, qui nous disait quand le salarié était empêché du fait de sa maladie, ou du fait de son accident de travail de poser des congés, on ne pouvait pas les mettre à zéro.
au 31 mai. Donc, j'ai envie de dire, j'ai envie de faire le parallèle. Si le salarié, il lui restait 5 mois pour poser ses 10 jours de congé, mais enfin qu'il est en arrêt pendant ces 5 mois. Par définition, il ne pourra pas les poser. Donc, à mon sens, on sera sur un report balai. Donc là, la vraie question, c'est est-ce qu'on considère que c'est suspendu durant l'arrêt et qu'on a encore 5 mois dans mon exemple, une fois que le salarié revient, soit est-ce qu'on considère que ces droits, ça repart à zéro. Moi, j'aurais plutôt tendance à la version numéro 1. Là-dessus, la loi dit absolument rien du tout. Ok. Si tu as un licenciement pour inaptitude à la demande de la médecine du travail, Mmh. après un laps de temps, enfin, 1 an et demi de maladie, que faire des congés dans le solde? Ah beh, pour le coup, les congés, dès lors qu'ils sont acquis, ils doivent être réglés. Soit les congés, le délai de 15 mois, il est passé et à ce moment-là, c'est fini, il y en a plus, puisque, au bout de 15 mois, le salarié les a pas pris, ils sont supprimés, donc on les enlève du solde, enfin du compteur de CP. Soit, il y a pas eu de péremption de droits et à ce moment-là, il doit être réglé. Enfin, j'ai beaucoup de questions, donc je te laisse peut-être Allez, continuer ça parce que marche. sinon, on va faire une web actu sur 3 heures. Oh, beh, il y aurait largement de quoi dire en tout cas, hein. Je vous ai fait un petit question-réponse, hein, mais on les a déjà évoqués, hein, l'acquisition, les 4 semaines, le 10e, le cumul sans limite, ben non, vous avez compris, on a ces 15 mois et également en quoi consiste, l'obligation, d'information du salarié. Là-dessus, faites le point. Dès lors que vous avez un dossier en particulier, n'hésitez pas à nous le transmettre, hein, à le transmettre au service juridique pour que justement, on puisse, vous accompagner et évaluer l'éventuel droit du salarié, pour, le cas échéant, lui répondre ou calculer votre solde si vous êtes en mode rupture. Mmh. On avait fait le tour des questions principales, Ben, Pierre-Éric. Là, j'ai alors, mon dernier oui, thème sur le permis. une fois de plus, on reprendra les questions, hein, mais il y avait, enfin, après, si on fait toutes les questions où il y a un peu de particularisme, ça Allez, ça risque d'être marche. un peu complexe. Ce que je fais, je vous propose d'aborder le thème suivant et puis, si on a un petit laps de temps, supplémentaire, on peut refaire quelques questions-réponses sur les congés. En tout cas, s'il vous reste des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et puis moi j'y répondrai, hein, comme d'habitude, sur le support que je vous transmettrai demain. Je voulais effectivement vous parler, parce que c'est quand même un point, relativement important aussi, alors qui va concerner, que les entreprises de transport, mais de tout type de transport, mais beaucoup, d'entreprises de transport sont parmi nous ce soir. Hem, c'est le site Vérif Permis, il est désormais en ligne, il est quand même très intéressant, parce que depuis très longtemps, on attendait ce site. Ce site, on l'attend depuis 2015, donc été patient. Il nous permet, de vérifier, que les salariés conducteurs, donc conducteurs marchandises, conducteurs voyageurs, conducteurs taxi, conducteurs ambulanciers et cetera, ont un permis valable. Ont un permis valable. Ça vous donne la possibilité de télécharger une attestation de permis valable de votre salarié ou non valable, ou non valide. Et dès lors que le salarié, il vous l'a pas dit et qu'il a un permis non valide, ça vous donne un élément, qui me semble relativement, costaud, pour procéder, à potentiellement une rupture du contrat de travail. Parce que, votre salarié, qui travaille, sans permis, et qui a un poste de conduite, hein, là on est sur de la faute grave, hein, on est potentiellement sur la faute grave.
Le site est en place, l'ensemble des entreprises de transport y ont accès. Il faut créer un compte, d'abord, souscrire un abonnement. L'abonnement, il va être différent en fonction, de est-ce qu'on est une entreprise avec 50 conducteurs maximum ou plus. Et ensuite, vous allez avoir accès, vous allez pouvoir charger des salariés sur votre profil et à la demande, vous cliquerez, vous pourrez demander une attestation pour tel ou tel ou tel salarié. Et là, c'est plutôt intéressant. On devrait avoir une fonctionnalité qui n'existe pas encore aujourd'hui, pour, télécharger l'ensemble de votre personnel en une fois. Pour le moment, c'est pas encore, le cas, hein. Vous pouvez pas, charger un tableur Excel avec tous vos collaborateurs. Ça va être le cas bientôt, en tout cas, dans la foire aux questions du site, hein, on nous l'annonce pour bientôt. Aujourd'hui, vous pouvez rentrer les infos de salarié par salarié, ce qui vous permet de vérifier est-ce que tel ou tel salarié a un permis valable. Pas pour les permis étrangers, on est d'accord? Pardon? Pas pour les permis Ah non, étrangers? c'est le fichier national, hein, donc on n'a pas effectivement les Mmh. permis étrangers. Le, le site donc va vous générer une attestation de permis valide ou non valide, et donc ça vous permet d'avoir ça dans vos dossiers. L'usage de vérif permis n'est pas obligatoire, hein. Il n'y a aucune obligation d'aller vérifier tous les jours, tous les matins, la validité du permis de tous vos conducteurs, hein. Le site vérif permis, c'est un outil pour vous faciliter la vie et à vous donner une certitude. Si vous avez un doute sur un de vos collaborateurs, est-ce qu'il a le permis, est-ce qu'il n'a pas le permis, il ne veut pas vous signer une attestation de détention de permis valable, il ne veut pas vous présenter le permis, ou vous entendez par tous ses collègues que son permis serait un petit peu bancal, il est peut-être temps de vérifier et d'avoir une certitude. Vérif permis va vous donner une certitude. On est d'accord Information, qu'il va te oui. donner une certitude sur la suspension ou pas du salarié, enfin de son permis. Ah oui, est-ce qu'il a un permis valide ou pas? Voilà. Ouais, tout à fait, tout à fait. J'aurais pas le nombre de points, mais j'aurais en temps réel, est-ce qu'il a le droit de conduire ou pas? Information obligatoire des conducteurs. Quand on va commencer à utiliser Vérif Permis, il faut informer les collaborateurs. Donc en fait, note de service, information en CSE si vous avez un CSE, note de service donc remis à tous les salariés qui sont en cours de contrat chez vous. Insérer une phrase dans le contrat de travail pour les nouveaux embauchés. Comme ça, vous n'avez pas à distribuer un note de service. Et ensuite, je l'ai dit en introduction tout à l'heure, le salarié qui sort des effectifs, il pourra vous demander une attestation de suppression de sa fiche d'information. Et dès lors que vous aurez cliqué sur Vérif permis pour dire ce salarié est sorti de mes effectifs, vous aurez le droit de télécharger donc l'attestation que je vous ai mis, à l'écran, donc l'attestation de suppression donc du service Vérif permis concernant le salarié. J'ai fait le Si le tour des permis n'est plus points valide, que je souhaitais aborder. Oui, Pierrick, pardon. si le permis n'est plus valide, bien évidemment, grâce à ce site-là, on peut enclencher les procédures de licenciement, le cas échéant. Ah a priori oui, parce que, si mon salarié continue à venir, au travail tous les matins, qu'il continue à prendre le véhicule, et que, moi je m'aperçois qu'il a pas de permis valable, conduire sans permis un véhicule professionnel, ça crée quand même des risques particuliers, ça me semble être une belle faute grave. Ouais, tout à fait. Ce ne sera pas le cas si par exemple mon salarié est en arrêt maladie depuis 3 mois, je consulte Vérif Permis, il n'a pas de permis. Oui, mais il est en arrêt maladie, il n'a pas conduit. Là, je me poserai peut-être la question de refaire une demande à son retour sur le site Vérif Permis pour voir s'il a de nouveau son permis. Mais tu le feras quoi le jour de la reprise? Ouais, par exemple.
Oui, bah, de toute façon, tant qu'il est en arrêt, j'ai pas de préjudice particulier et j'ai aucune preuve sur le fait qu'il aurait conduit sans permis un véhicule professionnel. OK. Des questions sur, permis, sur congé, qui pourraient, bah, justement être, bah, relativement, générales, pas des cas particuliers? On n'a pas de, modèle de notice d'information particulière pour les conducteurs là-dessus? C'est des choses, relativement basiques? Oui, ah bah, oui, là, c'est juste, effectivement, non, il y a pas de modèle particulier. Il y a un modèle, de mémoire qui a été établi par l'État, qui est téléchargeable, sur le site, Vérif Permis, hein, dans le profil. Néanmoins, oui, non, là, c'est juste, l'information, bah, que, par le biais du site Vérif Permis, il est désormais, possible pour l'entreprise de vérifier la validité du permis des conducteurs et que l'entreprise, bah, entend, bénéficier de cette possibilité et que dès lors, elle en informe son personnel. Et on est d'accord que sur Vérif Permis, on peut consulter salarié par salarié. On n'est pas obligé d'enregistrer, enfin d'enregistrer l'ensemble de son personnel. Ah oui, oui, bah, on fait ce qu'on veut en fait. Si je veux enregistrer l'ensemble de mon personnel, j'enregistre l'ensemble de mon personnel. Si je veux enregistrer qu'un salarié parce que je me pose la question pour un salarié, j'enregistre un salarié. Voilà. De toute façon, même quand, il y aura la faculté donc, de charger le fichier Excel, de ce que je comprends, hein, moi c'est pas enfin, pour le moment c'est pas possible, donc c'est juste, dans les questions-réponses, hein. Mais de ce que je comprends, c'est que vous chargez le fichier, ça va pas vous donner les 50 attestations, de vos collaborateurs. Vous cliquerez après sur, le nom du collaborateur pour solliciter, l'attestation correspondante.